Ah oui, ce petit jingle voulait dire que ça a commencé. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Hugo. On est là pour parler de... On va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la Ouais. vraie vie, donc on va pas faire comme à la télé où les gens se vous voient alors qu'ils se tutoient en coulisses. On va être nous-mêmes. On est là pour parler de ton dernier livre qui s'appelle Lettre à la génération qui va tout changer. Je le montre à la caméra. Mais avant de parler du bouquin, je voudrais juste avoir ton avis et ton sentiment sur l'ambiance actuelle en France. Qu'est-ce que la situation politique, la situation médiatique de ces dernières semaines t'inspire? Tu veux vraiment plomber la soirée? Parce que je rappelle qu'en plus d'être auteur, tu es aussi député au Parlement européen et donc tu es aussi un homme politique. Oui. D'où ma question. Et eh bien, c'est une bonne question parce qu'en fait, elle me fait peur, si je suis sincère et honnête. Elle me fait peur parce qu'en fait, on n'a plus l'habitude de ce que c'est que l'idéologie dans nos sociétés. On est un peu des sociétés post-historiques où la politique est un affrontement d'éléments de langage. Et là, tout d'un coup, un idéologue surgit. Et donc, ça fait, en fait, ça produit une situation où on a l'impression qu'il y a un soleil avec des astres morts qui tournent autour. Et le risque de ça, si cette fascination pour Zemmour et pour les thématiques qu'il apporte continue, eh bien, c'est que le soleil dévore tout. Et j'ai vraiment, je crois qu'on est très peu armé en fait pour faire face à ce type de surgissement. Et il y a aujourd'hui un risque que le débat public, l'élection qui arrive, bascule dans quelque chose qui ressemble vraiment à un affaissement de la démocratie, un affaissement des principes de la démocratie libérale. Et donc, il y a un vrai danger, en fait. Il faut que les gens arrêtent de jouer, là. Enfin, c'est moi, le sentiment que j'ai, c'est que d'un côté, les médias se disent « Ah, c'est super, ça fait de l'audience ». De l'autre côté, les politiques ne savent pas trop comment répondre à Zemmour. Et pour tous ceux qui se situent à la droite de Macron, se laissent aspirer par la spirale zemmourienne. Mais à un moment, en fait, c'est plus du jeu. Et c'est un peu ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, la politique a cessé d'être un jeu. On ne peut plus le commenter comme je sais pas, une course de chevaux, en fait. Il y a des choses trop importantes qui sont en jeu. Et il faut retrouver un rapport tragique à l'existence. Et moi, ce qui me frustre, en fait, c'est que face à l'émergence de ce phénomène d'extrême droite, il y a très peu de récits qui font face et qui ont la même cohérence, la même puissance, la même force que celui que portent les leaders d'extrême droite. Et donc là, il y a un grand risque. En fait, la société ne fonctionne plus toute seule. Je veux dire, moi, quand j'avais 20 ans, on m'a appris que la démocratie libérale, c'était un acquis, en fait. La construction européenne, c'est un acquis. Le progrès des droits humains, c'est un acquis. Et bien, en fait, tout ça est faux. Il n'y a pas d'acquis. Et on peut réellement perdre ce qu'on pensait être éternellement nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui doit créer un sentiment de sérieux, en fait, et de gravité. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait le sérieux et la gravité suffisants pour faire face à ce phénomène. Tu parles de risque. J'imagine que tu sous-entends de risque de prise de pouvoir par un certain camp politique. Ça fait des décennies qu'on entend cet avertissement, ce risque de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Pourquoi ça serait plus sérieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans? Parce que déjà, il y a des pays qui ont basculé. Enfin, je veux dire, Trump, il a été élu président des États-Unis, le Brexit a eu lieu, Orban dirige la Hongrie. Je veux dire, c'est pas comme il y a 20 ans du domaine de l'affabulation ou du attention, fais-moi peur. C'est tout à fait possible. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, il y a une sorte de faillite des élites politico-médiatiques. Il y a un sentiment de frustration immense. Il y a cette impression que finalement, face à la globalisation, on est spectateur de notre destin. Et là, tout d'un coup, vous avez des gens qui arrivent et qui disent « Mais non, en fait, vous pouvez reprendre en main votre destin si vous suivez ma propre parole. » Et ce que ça fait, c'est qu'un gars comme Salvini, qui est un ancien de la Ligue du Nord en Italie, et qui est le chef de la Lega, donc qui est un parti régionaliste du nord de l'Italie, peut être devenu aussi populaire dans le sud de l'Italie. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir des villages entiers dans le sud de l'Italie qui tout d'un coup se pressent pour les meetings de Salvini, alors même qu'il y a 15 ans ou 20 ans, jamais quelqu'un de la Ligue du Nord pouvait même, je sais pas, ouvrir la bouche dans le sud de l'Italie. Ils se prenaient des tomates dans la tête tout de suite. Et pourquoi ces gens ont tout d'un coup basculé? Pourquoi des électeurs démocrates
dans le Michigan, basculent dans le vote Trump. Pas parce qu'ils sont subitement racistes ou xénophobes ou misogynes, mais parce qu'ils sont tellement frustrés face à l'élite politique traditionnelle, tellement ancrés dans un ressentiment profond face aux 30 dernières années qui sont perçus comme un long déclassement, qu'en fait, la première personne qui arrive et qui semble répondre à leurs angoisses, eh bien, les séduit. Et il y a ce risque de basculement. Et la seule manière d'y faire face, c'est pas d'essayer de démonter le discours de l'extrême droite, c'est d'avoir son propre discours, son propre récit, de revivre la politique comme une épopée et de répondre aux angoisses réelles, pas en singeant le discours de l'extrême droite, mais en imposant un discours aussi fort. Et je pense qu'aujourd'hui, le discours, c'est le récit de la transformation écologique qui va redonner du sens à la politique. Mais encore faudrait-il le présenter comme une épopée et pas comme pas comme un truc ennuyeux, quoi, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. C'est ce que tu dis dans ce livre, l'importance de revenir à une épopée, à un récit. On va y venir. Je voudrais juste avoir ton avis sur quand quelqu'un dit que le régime de Vichy, Pétain a protégé les juifs français, est-ce qu'il faut répondre ou est-ce qu'il faut refuser de s'entraîner sur ce terrain-là, se laisser entraîner sur ce terrain-là? Comment réagir face à ce genre de discours qui aujourd'hui fait l'objet de débats dans les médias pour savoir si oui ou non Pétain a protégé les juifs français? Non, mais il faut surtout saisir à quel point on est retourné en arrière. C'est-à-dire que la question, elle était soldée depuis Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'effort des historiens, il y a eu l'effort de la mémoire, il y a eu le discours du Veldiv de Chirac. Et tout d'un coup, on revient en arrière. Et oui, il faut répondre, oui, il faut démonter le discours d'Éric Zemmour, oui, il faut que des historiens arrivent dans les médias et expliquent que c'est complètement faux, que c'est fondé sur rien, qu'il y a la circulaire d'Hannecker, qu'il y a l'aval, qu'il y a la collaboration, qu'il y a des fois Vichy qui précède même les demandes des nazis en matière de déportation. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. La grande leçon des États-Unis, c'est qu'en fait, fact-checker les discours de l'extrême droite et les contredire, ça a été fait pendant toute la campagne américaine. Je veux dire, le New York Times, ils ont une puissance de fact-checking qui est quand même infiniment plus grande que celle des journaux français. Et ils ont bien fait leur boulot, en fait. Quand on analyse vraiment la campagne de 2016 aux États-Unis, tous les médias ont quasiment déconstruit les discours de Trump en live. Et ça a eu zéro impact. Donc en fait, c'est pas ça qui fera tomber l'extrême droite. Il faut le faire, c'est pas une question. Mais il faut surtout laisser place à un autre discours. Il faut surtout qu'en fait, les gens, quand ils écoutent un leader écolo ou un leader de gauche, se disent ah, quelque chose peut changer dans ma vie. Et qu'ils commencent à écouter une autre histoire. Et le problème, c'est la faiblesse de cette histoire-là. Le problème, c'est la fainéantise de gens qui ont pensé que c'était acquis et qui donc ne connaissent même plus leur propre histoire. Parce que la force de Zemmour, c'est de toujours replacer un problème actuel dans le cadre d'une grande histoire. Et donc on a l'impression que finalement son discours est ancré dans l'histoire de France. Et face à ça, il y a des gens qui finalement ne connaissent pas l'histoire de France, qui ne sont pas capables de lui répondre sur le terrain de l'histoire de France, non pas simplement en montrant que son histoire est fausse, mais en montrant que finalement leurs propres principes sont ancrés dans l'histoire de France. Moi, je rêverais d'un moment où on explique que la France, c'est le soulèvement des ouvriers parisiens pour Varsovie, c'est tout le nord de la France, les ouvriers des filatures du nord de la France qui, tout d'un coup, empêchent l'expulsion d'un Polonais et mettent à sac l'ensemble du nord de la France pendant 3 mois pour bloquer l'expulsion d'un Polonais dont ils n'avaient jamais entendu parler, qui s'appelle Joachim Lelevel, mais simplement, au XIXe siècle, en 1833, simplement parce qu'en fait, se jouait à travers ce destin d'un Polonais qu'ils ne connaissaient pas, l'idée qu'ils avaient de leur pays. Et que la France, c'est ça, qu'elle s'est construite sur des combats qui sont largement plus grands, en fait, que l'histoire que nous raconte Éric Zemmour. Et faire vivre cette histoire-là, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur rempart. Les fact-checkers et les points levés en disant « no passaran », ça suffira jamais. Il faut qu'on raconte la France d'une autre manière et qu'on fasse que les gens, finalement, qui sentent en eux cette pulsion humaniste, trouvent un débouché et puissent redresser la tête et dire non, en fait, moi aussi, je suis ancré dans le sol de l'histoire de France et même je suis bien plus ancré dans le sol de l'histoire de France que tous les gens de l'extrême droite. Comment tu résumerais cette lettre à la génération qui va tout changer en quelques mots? C'est l'histoire d'une rencontre avec
les jeunes Français, des centaines de milliers de jeunes Français qui, en fait, contrairement à l'image qu'on véhicule d'eux en les disant narcissiques, les yeux rivés sur leurs écrans, apathiques, individualistes, eh bien, sont engagés dans la vie de la cité. Se battent pour le climat, se battent pour le droit des animaux, tu es bien placé pour le savoir, se battent pour les Ouïghours, se battent pour les droits humains, se battent pour les exilés, et finalement font vivre la démocratie française, mais sous les radars politiques, et sans débouché politique encore. Et donc moi je m'adresse à eux, et j'essaye de leur dire qu'en fait, ils m'ont rendu espoir dans la France, et qu'en combattant avec eux, je me suis rendu compte que finalement mes intuitions n'étaient pas erronées, et deux, qu'il y a un moment où il faudra qu'ils s'investissent dans la politique, qu'ils dépassent leur dégoût, leur rejet, pour réellement changer la donne dans les institutions. Oui, tu racontes les luttes, parfois victorieuses, parfois non, que tu as menées au Parlement européen en t'appuyant sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, avec ces jeunes Françaises et Français que tu as mis à contribution pour peser face aux marques qui utilisent le travail forcé dont sont victimes les Ouïghours, face aux institutions européennes aussi. Tu t'es appuyé sur cette masse de jeunes pour te faire entendre et pour faire bouger les choses. Et tu t'adresses à eux, à ces jeunes, tu écris « Oubliez, je vous en conjure, ce vieux rêve consistant à changer la société sans prendre le pouvoir ». C'est un appel à prendre le pouvoir, ce bouquin, à tous ces jeunes qui, pour beaucoup, ne vont plus voter, qui, pour beaucoup, ne croient plus à la politique, et même beaucoup pensent que c'est un peu sale, l'engagement politique. Mais ils ont raison de penser que c'est sale, parce que la politique aujourd'hui est sale. Ils ont raison de penser que c'est médiocre, parce que la politique aujourd'hui est médiocre. Ils ont raison de penser que c'est corrompu, parce que la politique aujourd'hui est corrompue. Et ils ont raison de penser que les politiques mentent et qu'ils multiplient les éléments de langage, parce que les politiques mentent et qu'ils multiplient les éléments de langage. Mais la politique, il n'y a pas d'échappatoire à la politique. Vous voulez lutter contre le dérèglement climatique ? Les marches climat, ça ne suffira pas. Le lobbying citoyen, ça ne suffira pas. Il faut le contrôle des institutions, il faut avoir des ministres, il faut avoir des législateurs, il faut avoir des policiers, il faut avoir des juges, il faut avoir des inspecteurs des finances, si vous voulez. Il faut avoir des capacités d'investissement public. Donc il faut avoir les leviers de l'État. Vous voulez enfin que l'esclavagisme disparaisse des chaînes de production des grandes marques internationales, il faut passer des lois. Les campagnes qu'on fait sur Instagram peuvent faire céder Adidas, peuvent faire céder H&M, peuvent faire céder Lacoste, mais à la fin, Zara, Nike, Volkswagen, Siemens, ils continuent à avoir ces esclaves sur leur chaîne de production. Et donc, si vous voulez faire céder ces grandes multinationales, vous aurez besoin d'avoir des législateurs à l'échelle européenne et des majorités pour faire passer des lois. Vous avez besoin, si vous voulez les faire céder, d'avoir des États qui appuient vos demandes et qui finalement mettent en place cette régulation de la mondialisation qu'on appelle de nos voeux. Et donc, vous avez besoin de la politique. Et en démocratie, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de raccourci. La politique, c'est les élections. Donc, qui dit élection, ça veut dire parti politique, ça veut dire s'engager dans des structures. C'est pas ultra sexy comme ça quand je le dis, mais il n'y a pas d'autre solution. Et donc, ce que je leur dis, c'est que eux ont la sève, eux ont l'énergie, eux ont la foi qui manque aujourd'hui à ces structures politiques. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est désormais qu'ils intègrent, qu'ils injectent cette foi, cette sève dans ces structures-là pour les faire revivre, ou en créant d'autres. Je m'en fous, je ne suis pas attaché aux structures existantes. Je ne sais pas si les Verts et les socialistes existeront encore, mais il faut qu'il y ait un investissement. Ça va leur faire plaisir. Non, mais il faut qu'il y ait un investissement dans la scène politique. On ne doit pas s'attacher au nom, au sigle, mais il faut des partis politiques, il faut des syndicats. Enfin, je veux dire, mais alors j'anticipe. Sinon, on n'y arrivera pas. Et juste, comme toi, tu connais bien la mouvance écolo. Il y a cette tendance-là dans les jeunes qui se mobilisent sur l'écologie, sur les questions animales, sur le vivant en général. Il y a cette idée que de l'extérieur, on peut faire pression et finalement créer un immense lobby citoyen et pousser les politiques à agir. Mais in fine, si les gens qui sont convaincus ne prennent pas le pouvoir, on n'arrivera jamais à faire de la lutte contre le dérèglement climatique l'alpha et l'oméga de notre politique. On n'y arrivera pas. Il faudra qu'il y ait des gens qui sont convaincus par l'écologie qui prennent le pouvoir. Et alors je te pose une question que certainement des jeunes, les très nombreux jeunes qui viennent te voir en dédicace ont dû te poser. Qu'est-ce que je fais, monsieur Glucksmann ? Prendre le pouvoir, ok, mais alors aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que je fais ? Je vote pour qui ? Pour quel candidat ? Dans quel parti je m'engage ? Qu'est-ce que je fais pour prendre le pouvoir ?
Déjà, c'est au-delà même du vote, il faut voter. Mais au-delà même du vote, il faut rentrer dans des partis. Il faut fonder un mouvement. Lesquels? Tous, peu importe lequel Ah non, mais moi, après, moi, je sais pas un mode d'emploi où je dis à chacun ce qu'il doit faire dans sa vie. Mais il y a un moment, il faut passer le cap. Et moi, ce que je veux faire, c'est qu'on prenne le temps de créer un grand mouvement où, dans ce mouvement-là, il y aura un syndicaliste de Clermont-Ferrand et une activiste écolo des marches climat qui parleront ensemble de la transformation écologique, que ce soit un mouvement qui représente l'ensemble de la France. Le problème des structures politiques actuelles, et en particulier à gauche, c'est finalement que leur sociologie est ultra restreinte. Enfin, pour parler de manière brutale et directe, je veux dire, vous avez vu les universités d'été des différents partis de gauche, ça ne ressemble pas à la société française. Je veux dire, il y a très peu de jeunes, il y a très peu de jeunes des banlieues, il y a peu de jeunes aussi des zones rurales. Enfin, je veux dire, ça ne ressemble pas à ce qu'est la France. Et donc, il faut créer un mouvement qui ressemble à la France, où des gens vont monter progressivement, un peu à l'ancienne. Enfin, moi, ce que je veux finalement, en m'appuyant sur les réseaux sociaux, c'est créer un mouvement à l'ancienne, où les gens parlent de politique, où il y a une forme d'éducation populaire, où on réapprend un rapport au temps long. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant en fait dans la mobilisation des jeunes sur la question des Ouïghours, c'est que au début, quand il y a eu cet élan parmi la jeunesse française et que des centaines de milliers de personnes se sont mis à participer à nos campagnes, tous mes copains de plus de 40 ans m'ont dit mais c'est un feu de paille, dans 15 jours ils vont s'occuper d'autre chose. Et en réalité, toutes les semaines, pendant 2 ans, ils se sont battus pour la même cause. Et ils ont interpellé chaque semaine leurs élus, leurs maires, leurs députés, les marques qu'ils portent. Tout ça sur un combat. Et d'ailleurs, tu vis la même chose. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est leur capacité à rester, en fait, et à se battre tout le temps pour le même objectif. Et ça, en faisant ça, tu rétablis un rapport au temps long, et tu sors finalement de l'atmosphère du zapping permanent des chaînes info, et c'est un peu ce que permettent les réseaux sociaux. Paradoxalement, on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est un truc de poisson rouge, où les gens changent de thème et de cause tout le temps. En réalité, tu as un rapport au temps long sur les réseaux sociaux qui est possible, alors qu'il n'est plus possible sur les chaînes info. Parce que une semaine, on va t'interroger sur les Ouïghours, la semaine d'après sur le dérèglement climatique, la 3e semaine sur Zemmour, la 4e semaine sur la réforme de l'assurance chômage, et à chaque fois, finalement, on te demandera de répondre à la question du temps. Et tu n'as plus le moyen d'imposer ton agenda, ce que tu peux faire sur les réseaux sociaux. Et finalement, tu peux, à partir des moyens modernes de communication, créer un truc à l'ancienne, où tu as un espace commun et tu formes les gens. Et ça s'engueule. Enfin, moi, je veux dire, quand j'ai pris parti sur la question des vaccins et pour le pass sanitaire, il y avait plein de jeunes qui me suivaient, qui étaient hyper déçus, qui disaient mais comment tu peux, toi qui te bats contre les lobbies, céder à ce point au gouvernement et je disais mais mec, c'est pas céder au gouvernement, je dis ce que je pense à chaque fois, c'est ma règle. Donc si Emmanuel Macron fait quelque chose que je trouve juste, je le dis. Et c'est pas grave si on s'engueule. Mais tu recrées un espace de débat et finalement la parole, en s'habituant à la parole, en s'habituant au débat, en s'habituant à la démocratie, ça donne un mouvement que moi j'appelle un mouvement politique et à la fin ça doit se traduire dans les urnes. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant tout de suite? Parce que ce mouvement-là il n'existe pas encore. Parce que quand on finit ton bouquin, on se dit ok, il faut faire quelque chose, il faut agir. Ouais, tout de suite. Mais tu donnes pas une solution clé en main. Mais non, mais je dis pas voter pour X en 2022, ouais, parce que déjà je sais même pas pour qui je vais voter, donc tu vois, au moment où on se parle, donc voilà. Mais bien sûr, là on est face à un problème très clair sur l'immédiateté. Je pense que on doit aussi avoir un temps plus long, quoi. Et là, tout de suite, il va falloir limiter la casse et voter en fonction de ses convictions pour quelqu'un ou quelqu'une qui, j'espère, fera le meilleur score possible et pourra peut-être gagner par miracle. Il y a un sentiment qui est assez répandu au sein de la jeunesse, notamment, c'est de se dire que le problème du pouvoir, c'est peut-être le pouvoir lui-même. C'est-à-dire que, quelles que soient tes bonnes intentions, quelles que soient tes convictions, quelle que soit la sincérité que tu mets dans tes luttes, à partir du moment où tu arrives à une position de pouvoir, où tu deviens ministre, où tu deviens président de la République, tu te laisses avaler par ce pouvoir-là et c'est inévitable quelque part. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui pensent que quoi qu'il arrive, les gens qui sont au sommet de la pyramide sont corrompus, sont des pourris, etc. Comment, alors déjà, est-ce que c'est pas un peu le cas? Est-ce que le pouvoir en lui-même ne dévore pas les bonnes intentions?
Et si ce n'est pas le cas, comment on lutte contre cette idée-là qui est très, très implantée? Et comment on redonne espoir et envie de s'engager à ces jeunes qui pensent ça? Mais je pense que le pouvoir sans limite corrompt et qu'en France, on a un vrai problème de structure du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il va quand même falloir sortir de cette république monarchique où un homme seul peut décider de l'ensemble d'une politique nationale. Et aujourd'hui, on a un vrai problème. Enfin, on atteint la limite de la Ve République. Là. On a une majorité à l'Assemblée nationale qui est franchement le doigt sur la couture du pantalon et au garde à vous. Et finalement, un président et ses conseillers qui décident de l'ensemble de la vie publique et des politiques menées dans notre pays. Ça ne fonctionne pas. Ça crée une atmosphère de cocotte-minute démocratique qui peut exploser à tout instant. Donc il y a un problème en France avec la structuration du pouvoir, c'est évident. Par contre, si vous voulez transformer la société, vous avez besoin du pouvoir. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, j'ai longtemps pensé, moi, l'inverse. J'ai longtemps pensé qu'effectivement, il fallait le moins de pouvoir possible. Parce que le pouvoir, en soi, est corrupteur. Parce que, finalement, quand vous prenez le pouvoir, eh bien, vous devenez forcément... vous êtes sujet à l'hubris, à la démesure, et vous êtes absorbé par ce qui vous entoure, qui est les apparats du pouvoir, et vous vous corrompez nécessairement, même si vous avez les meilleures intentions du monde. Et donc, là, je pense que beaucoup à gauche, et en particulier dans la jeunesse, sont dans cette idée-là de fuir la question du pouvoir. Mais en réalité, je pense que c'est une aporie, cette attitude. Si vous voulez transformer la société, vous avez besoin du pouvoir. Si vous êtes sérieux sur la question climatique, vous avez besoin du pouvoir. Vous pensez sincèrement, enfin tu penses sincèrement, mais vous pensez en général, mais tu penses sincèrement que si tu veux changer le système, si tu veux mettre fin au grand déménagement du monde, si tu veux faire en sorte que eh bien, les multinationales les plus puissantes changent leurs pratiques et se convertissent à tes demandes sur la question du dérèglement climatique. Mais si tu n'as pas de pouvoir, tu n'y arriveras pas. Et je pense qu'il va falloir faire des gestes d'autorité même. Je crois qu'un président de la République française qui serait sérieux sur la question climatique ou sur la question de la régulation de la mondialisation et des relocalisations, il devra convoquer les principaux dirigeants des multinationales françaises, enfin des principaux dirigeants du CAC 40, et leur dire « c'est fini, on va changer les règles du jeu ». Mais pour ça, il faudra qu'il ait du pouvoir, il faudra qu'il y ait un mouvement dans la société qui l'appuie, il faudra qu'il ait une administration qui lui est acquise, il faudra qu'il exerce son pouvoir. Et en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de volonté partagée par tous d'impuissance. C'est-à-dire qu'on est finalement comme si on pouvait se satisfaire du fait de ne pas avoir de pouvoir. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. Et je pense que c'est ce qui mène l'Europe dans le mur. Et que c'est ce qui mène aussi la gauche dans le mur. Il faut rétablir un rapport au pouvoir. Il faut se dire que finalement, s'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de politique. S'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de cité. Et il y a finalement des gens qui vivent dans une grande tragédie grecque où on est tous les jouets du destin. Mais en fait, ce n'est pas le destin. C'est des lois, des règles édictées par des hommes qui s'en mettent plein les poches et qui mènent le monde au chaos. Et donc, pour arrêter ce chaos-là, pour arrêter cette spirale, il faudra du pouvoir. Il y a un truc qui m'a marqué dans ton bouquin, c'est que tu soulignes les dérives du productivisme. Tu t'attaques pas frontalement au capitalisme, et la nuance est importante parce que tu le dis d'ailleurs, le productivisme, les dérives du productivisme se retrouvent dans les sociétés capitalistes, mais aussi dans les sociétés qui ne le sont pas, qui ont été des sociétés socialistes, voire communistes. Pour toi, le capitalisme, c'est pas le problème en soi, parce qu'on entend souvent ce discours de dire ça sert à rien de vouloir lutter contre le dérèglement climatique tant qu'on sort pas du capitalisme, ça sert à rien de vouloir lutter contre l'exploitation des Ouïghours ou des minorités tant qu'on sort pas du capitalisme. Certains militants, notamment à l'extrême gauche, renvoient toute la responsabilité de tous les problèmes sur le système économique dans lequel on se trouve et conditionnent l'amélioration des problèmes à la sortie de ce système. Toi, c'est pas ce que tu dis dans ce bouquin. Toi, tu as inscrit ton action dans le cadre du capitalisme. Alors, je ne sais pas dans le cadre du capitalisme, mais ce que je dis... Dans le cadre d'aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, si on attend d'avoir triomphé du capitalisme pour mener des actions contre le dérèglement climatique ou pour les Ouïghours, bah, en fait, on ne fera jamais rien. Et ce qui me fascine dans l'extrême gauche, c'est qu'en fait, il t'explique que tant que tu n'as pas mis par terre l'ensemble du système,
toutes tes actions sont juste des pansements qui font plaisir à la bourgeoisie. Ok, mais dans ce cas-là, on fait rien. En fait, on laisse le monde mourir et on attend que le capitalisme soit défait. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, moi, ce que j'explique, c'est que dans le cadre d'une économie de marché, on peut quand même corriger des choses, on peut quand même mener des luttes, on peut quand même faire en sorte que ces multinationales aient à répondre de leurs actions. Je vais donner un exemple ultra concret. Au Parlement européen, on n'a pas une majorité de gauche prête à sortir du capitalisme. D'accord ? Mais par contre, ce qu'on arrive à faire, c'est à construire une majorité pour imposer le devoir de vigilance des entreprises. Qu'est-ce que c'est le devoir de vigilance des entreprises ? Aujourd'hui, on est dans une situation où, par exemple, une marque comme Zara ne produit rien elle-même, donc n'est responsable juridiquement de rien. Ses fournisseurs en Chine peuvent exploiter des esclaves ouïghours, Zara n'est responsable de rien. Eh bien, le devoir de vigilance des entreprises, c'est de dire Zara sera responsable de l'ensemble de sa chaîne de production, de sa chaîne de valeur. Ça veut dire tout ce qui permet à Zara de te vendre une chemise ou une paire de chaussures, Zara doit pouvoir en répondre. Et donc s'il y a des violations des droits humains, des destructions environnementales sur sa chaîne de valeur, eh bien Zara doit être responsable juridiquement. Si on arrive à faire passer cette loi-là, et on a construit une majorité pour la faire passer, eh bien on change les règles de la globalisation. Puisque l'idée même de ce déménagement du monde, c'est qu'en fait, ceux qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui sont des gens qui ne sont responsables juridiquement de quasiment rien. Parce qu'ils ont réussi à externaliser l'ensemble de leur production, donc l'ensemble des risques de violation des droits humains ou environnementaux, et ils ont donc les mains propres, puisque d'autres se salissent les mains pour eux. Tu peux détruire un écosystème au Congo ou exploiter des esclaves en Chine, eh bien toi tu n'es responsable de rien, puisque ce sont d'autres acteurs qui le font pour toi. Eh bien, si on arrive à casser ça, on change la globalisation, et finalement, on va pousser des boîtes à sortir des systèmes esclavagistes et à faire ce qu'on appelle du reshoring ou du nearshoring, c'est-à-dire de revenir dans des pays qui plus ou moins respectent l'état de droit. Si on arrive à faire ça, eh bien, on a fait un pas de géant, beaucoup plus que si on part dans des tirades infinies sur la lutte contre le capitalisme. Donc, agissons concrètement contre des multinationales qui ont des noms, qui ont des comportements qu'on a identifiés, au lieu de faire des grands discours. Et ce que je pense d'ailleurs, c'est que la politique va changer sur ça. Les grandes tirades dogmatiques, sectaires, traditionnelles de la gauche sont devenues inaudibles. Et ce qui va marcher, c'est tel combat, telle cause qui raconte telle histoire et qui devient finalement symbolique d'une vision du monde. Et c'est aussi ça ce que permet la langue des réseaux sociaux, c'est-à-dire de partir d'un cas concret et à partir de ce cas concret, raconter le monde. On peut partir d'un poulet sur l'île de la Réunion qui est élevé au Brésil dans des batteries dégueulasses, qui est conditionné en Roumanie et qui, sur un étal d'un supermarché de l'île de la Réunion, est vendu 3 fois moins cher qu'un poulet élevé sur l'île de la Réunion. Et tu racontes l'histoire de ce poulet et tu comprends que le libre-échange dérégulé et généralisé actuel conduit le monde à la catastrophe écologique, à une catastrophe sociale et à une catastrophe politique, puisqu'en réalité, tu es amené à ne plus rien produire toi-même et à dépendre en tout de pays producteurs qui donc te tiennent dans leurs mains. Et on s'en est rendu compte pendant la crise du Covid et le premier confinement. On a tous été surpris à quel point finalement on était devenu incapable de produire des masques, du paracétamol, du curare, des blouses. Et on s'est regardé, on a fait mais qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans ? On a déménagé le monde et on s'est lié totalement à un régime communiste capitaliste, mélangé, nationaliste, qui est le système chinois actuel. Et en fait, si tu casses pas ça, eh bien tu n'arriveras jamais à préserver la stabilité de nos démocraties et à lutter contre le dérèglement climatique, parce que les deux sont parfaitement liés. Et donc, tu n'as pas besoin, pour faire ça, d'abolir la société de marché, quoi. Tu n'as pas besoin de dire, tant qu'on n'a pas la propriété collective des moyens de production, on ne peut pas lutter contre le dérèglement climatique. Pour ça, tu as besoin d'actions concrètes, de règles concrètes et d'histoires qui soient capables de mobiliser la population autour de combats précis. Il y a un point sur lequel tu te démarques pas mal, je trouve, du discours un peu classique d'une certaine gauche, c'est sur la question de l'armée, de la défense. Tu reviens plusieurs fois dans ce livre sur l'importance, selon toi, d'avoir une armée forte,
une armée solide, tu parles même de la dissuasion nucléaire et de l'atout que ça peut représenter pour la France. On a besoin aujourd'hui d'avoir une armée puissante, une armée qui dispose d'armes nucléaires pour engager la lutte contre le changement climatique, pour avoir du pouvoir sur les souffrances qui sont imposées à des minorités. On a besoin de cette carte-là dans notre jeu. En fait, dans un monde tragique, on a besoin de pouvoir assurer sa défense seul. On a besoin des capacités de se défendre et on a besoin de prendre au sérieux le fait qu'en fait, oui, il y a des adversaires. Oui, les conflits ne sont pas finis. Moi, à 20 ans à Sciences Po, on m'a appris la fin de l'histoire. Et on est sorti aujourd'hui de la fin de l'histoire. Et donc, si on est sorti de la fin de l'histoire, il faut assumer qu'on a besoin des moyens de se défendre. Et je pense qu'il y a une formidable hypocrisie dans le pacifisme. Pourquoi on dépense de l'argent pour l'armée, on ferait mieux de le dépenser pour autre chose. Non, on peut tout à fait dépenser de l'argent pour l'armée et pour autre chose. Mais c'est l'idée qu'en fin de compte, les Américains dépenseront, eux, de l'argent pour leur armée et qu'il sera toujours temps, malgré toutes les manifs qu'on fait contre eux, d'aller pleurer dans leurs jupons pour qu'ils viennent nous défendre. Mais en réalité, ça, c'est un monde qui est fini. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que l'Europe assume de pouvoir se défendre seule, de pouvoir définir une stratégie dans le monde de manière autonome, sans avoir besoin de Washington, sans avoir besoin d'être dans une dépendance permanente vis-à-vis de Washington. Et moi, ce que j'essaye de prendre au sérieux, c'est la question, en fait, d'une Europe qui soit productrice de sécurité. Donc, elle a besoin d'une armée pour être productrice de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait s'il se passe quelque chose à l'est de l'Europe avec les Russes? Qu'est-ce qu'on fait s'il se passe quelque chose au Maghreb? On attend que les Américains interviennent, mais les Américains n'interviendront jamais plus. Donc, dans cette région, ils sont obnubilés par la Chine. On peut dire qu'ils ont des raisons pour ça. Mais en tout cas, ils n'ont plus envie. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'attends? Tu regardes ou pas? Mais je veux qu'on soit aussi producteur de biens. Je veux qu'on soit producteur. Finalement, je veux qu'on retrouve une capacité d'autonomie. Et ça suppose de prendre au sérieux des choses qui ne sont pas naturelles pour un intellectuel de gauche. Il faut prendre au sérieux la question de la sécurité, il faut prendre au sérieux la question de la défense, il faut prendre au sérieux la question de la production, il faut concevoir la transformation écologique comme un projet industriel et social, pas un accompagnement social de la transformation écologique. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que la transformation écologique soit un projet industriel. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le Green Deal, ce qu'il faut impérativement faire, et que vous votez des subventions immenses à l'échelle européenne pour la transformation écologique de notre société, finalement, ce que vous faites, c'est que vous subventionnez l'appareil productif chinois. Parce que l'éolien et le solaire, eh bien, vous avez besoin de la Chine. Donc, la seule manière de faire la transformation écologique d'une manière socialement et économiquement et politiquement bénéfique pour nos sociétés, eh bien, c'est d'en faire un projet industriel. C'est qu'il y ait des investissements massifs dans la capacité de l'Europe de produire le solaire ou l'éolien ici. Dernière question, parce qu'on arrive au bout de l'entretien. La deuxième partie de ton livre, tu listes des mesures très concrètes que tu ferais, enfin qu'il faudrait mettre en place selon toi, ce qu'il faudrait faire sur le logement, sur le nucléaire, sur les inégalités sociales. Ça ressemble à un programme politique, un programme présidentiel même. Pourquoi tu ne te présentes pas ? Parce que je ne serai pas le 26e candidat de la gauche et des écolos à cette élection, que je pense qu'ils sont déjà beaucoup trop. Et que tout le but, ça sera de diminuer le nombre de candidats. Donc je ne vais pas arriver, moi, en disant, mais finalement, moi, je me mets là aussi. Par contre, oui, c'est un programme, parce que je pense qu'il y a besoin d'éléments concrets, en fait. Quand on fait un livre comme ça, où on dit, on peut transformer la société, on a le pouvoir de le faire, il faut juste sortir du sentiment d'impuissance, et bien ensuite, il faut dire concrètement comment on peut le faire, en faisant quoi, en fait. Comment est-ce qu'on transforme la société? Comment est-ce qu'on lutte contre le dérèglement climatique? Comment est-ce qu'on fait de la transformation écologique un projet industriel? C'est des mesures extrêmement concrètes. Et j'espère... Il n'y a pas de copyright là-dessus, que les candidats aux élections présidentielles s'en empareront et qu'au moins une partie de ça se sera fait. Et je crois que c'est urgent de le faire. Et d'ailleurs, ce n'est même pas typiquement de gauche. Il y a des choses dans ce qui est proposé qui peuvent tout à fait être prises par Macron ou par la droite. Il y a même certaines mesures protectionnistes qui pourraient être prises par le Rassemblement national. Par l'extrême droite. Mais d'ailleurs, moi, j'analyse la politique de Trump par rapport au libre-échange et je dis autant Trump est à l'antithèse de tout ce que je pense et de tout ce que je suis, mais il y a des trucs qu'il a dit qui sont justes. Quand il a dit que pendant 40 ans, les élites américaines ont signé des traités de libre-échange qui ont bénéficié à deux types de personnes, les actionnaires de la côte ouest qui s'en sont mis plein les poches
et le Parti communiste chinois, eh ben, Trump, il a raison. Et donc, il faut accepter de dire que son adversaire a raison quand il a raison. C'est tout. Moi, je suis un opposant à Emmanuel Macron, mais quand Emmanuel Macron fait le pass sanitaire ou va à Kigali et reconnaît le rôle de la France dans le génocide des Tutsis, je le dis, je l'écris dans la presse, il a raison, merci de le faire. Donc voilà, maintenant, il faut avoir un rapport à la politique, à mon avis, qui est légèrement différent du sectarisme traditionnel et que je nomme, après les Grecs, enfin, en me référant aux Grecs, la parésia, c'est-à-dire le franc-parler, la capacité à dire ce qu'on pense être juste, même quand ça choque notre propre camp et même quand ça semble confirmer les thèses de l'adversaire. Eh bien, tant pis, maintenant, il faut juste dire la vérité, juste dire ce qu'on pense. Et c'était un élément constitutif de la démocratie à Athènes. C'est malheureusement plus un élément constitutif d'une certaine gauche française. On a pris l'antenne de la FNAC en otage parce qu'on est en direct, ils ne peuvent pas nous couper. Et ça serait mal vu d'envoyer les CRS. Est-ce que, une toute dernière question, tu dois répondre en un mot. Il y avait une chanson quand j'étais jeune, c'était une chanson de NTM qui s'appelait Freestyle, non? Ouais. Tu te souviens ou pas? Oui, je m'en souviens très bien, mais j'attends que tu... Ouais, non, je vais pas chanter parce que je chante vraiment hyper mal, mais c'est ça. Ils ont pris en otage la radio en live. Exactement, bah c'est ce qu'on fait. Et du coup, le ou la meilleure candidat ou candidate de gauche pour toi aujourd'hui, c'est qui? Si tu devais choisir aujourd'hui, tu choisirais qui? Puisque tu n'y vas pas, tu te présentes pas. Là, vraiment, là, ils nous disent d'arrêter. Il faut rendre l'antenne. Il faut rendre l'antenne. Mais on refera ça. Ouais, ok, ça marche. Cool. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci tout le monde.